l'Observatoire Santé ProBTP présente Quoi de neuf santé, animé par Flavie Flamand. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf santé. Je ne sais pas vous, mais moi, cette nuit, j'ai super mal dormi. Petit micro-réveil aux alentours de 2h du matin, je suis passée à côté de mon téléphone et là, c'est le drame. J'ai scrollé pendant 2 heures avant finalement de me rendormir et de me réveiller après en ayant véritablement le sentiment que ma nuit était trop courte. Alors justement, je me suis dit qu'on allait en parler avec notre invité. Bonjour, professeur Geoffroy. Bonjour. Soyez le bienvenu, Pierre-Alexis Geoffroy. Vous êtes professeur de médecine à l'Université Paris-Cité et spécialiste du sommeil et vous allez tout nous raconter aujourd'hui. Quand je parle d'insomnie, justement, professeur, est-ce que l'insomnie, c'est rester éveillé toute la nuit quand je n'ai qu'une envie, c'est de dormir ? Alors l'insomnie, ça peut être ça. L'insomnie, c'est effectivement d'avoir une plainte nocturne, la nuit. Soit d'avoir des difficultés à s'endormir et ou de se réveiller la nuit et ou de se réveiller trop tôt. Mais c'est une pathologie aussi qu'on appelle des 24 heures, c'est-à-dire qu'on doit avoir un retentissement diurne, on doit avoir des difficultés très concrètement à réaliser ses tâches socio-professionnelles et parfois même on a ce qu'on appelle une somnolence diurne excessive, c'est le fait de s'endormir dans des situations dans la journée dans lesquelles on aimerait ne pas s'endormir. Donc ça veut dire que ça impacte concrètement notre quotidien. On vit tous quand même des insomnies, c'est un gros problème ou pas ? Alors non, effectivement, l'insomnie, c'est quelque chose de tout à fait banal, c'est épisodique. L'insomnie maladie s'inscrit dans le temps. On parle d'au moins 3 fois par semaine pendant au moins 3 mois et on doit avoir à la fois des symptômes la nuit, mais aussi des symptômes le jour. Quelles sont les causes possibles des insomnies, docteur ? Alors c'est une très très bonne question. Pourquoi ? Parce que maintenant on considère l'insomnie comme une maladie indépendante, à part entière. Pendant très longtemps on pensait que c'était juste un symptôme d'autres maladies, de dépression, d'anxiété, de douleurs chroniques. Et c'est vrai que l'insomnie peut être associée à d'autres maladies. Mais cette insomnie, elle va aussi être indépendante. On parle maintenant de troubles insomnie. C'est une pathologie qu'on appelle de l'hyper-éveil, le cerveau qui reste éveillé alors qu'on souhaiterait dormir. Et cette maladie, elle peut être déclenchée soit par d'autres maladies, donc par exemple typiquement la dépression, des troubles anxieux, mais aussi elle peut émerger spontanément parce qu'on a une vulnérabilité, on parle de 40% d'héritabilité familiale, donc c'est quand même 40% qui est lié au gène, il y a des familles qui souffrent d'insomnie, et cette vulnérabilité, elle peut apparaître suite à un stress, suite à un traumatisme, suite à un surmenage professionnel et être complètement indépendante de toute pathologie. Ça ne touche que les adultes ou ça touche aussi les enfants ? Alors ça touche à la fois les enfants et les adultes, mais quand même la prévalence de cette maladie augmente avec l'âge. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on commence à avoir des nuits difficiles ? On doit avoir des premiers réflexes aussi peut-être pour sortir du cercle vicieux. Alors tout à fait, et vraiment le sommeil fait partie de ces piliers de la santé, avec l'alimentation et l'exercice. Et d'ailleurs, on devrait bénéficier de beaucoup plus d'éducation liée au sommeil dès l'enfance. C'est tout à fait vital. Le plus important dans le sommeil, c'est la régularité des rythmes. Et notamment dans cette régularité des rythmes, c'est le réveil à heure fixe. Contrairement à ce qu'on pense, on pense que c'est souvent le coucher le plus important. Et en fait, c'est le réveil. Pourquoi ? Parce que si on a un réveil à heure fixe, on a tous un besoin de sommeil, plus ou moins long. Einstein, c'était 12 heures. Et on va synchroniser son coucher en fonction de son besoin de sommeil. On dit qu'il ne faut pas se réveiller plus de 1h30 plus tard le week-end, pour pas trop se décaler, sinon on parle de ce qu'on appelle le jet lag social. Et là aussi, on a des conséquences sur la santé physique et mentale. Donc, une régularité des rythmes, respecter son besoin de sommeil, son temps total de sommeil, avoir des conditions de sommeil aussi qui sont bonnes. C'est-à-dire ? Et donc, c'est une chambre vraiment noire, de l'obscurité totale, silencieuse, et une température entre 18 et 20 degrés. C'est frais, ça ? C'est assez frais et on dit que globalement, il faut pouvoir dormir avec un drap et un pyjama en coton. Voilà, et c'est suffisant. Voilà. Il n'y a pas que l'allopathie pour répondre à la problématique du sommeil. On a tendance à se tourner peut-être un peu trop vers les médicaments. Quelles sont les méthodes naturelles qui peuvent nous aider à retrouver des nuits sereines ? Alors, tout d'abord, il faut dire que quand on souffre de la pathologie qu'on appelle le trouble insomnie, le premier traitement, comme vous l'avez très bien dit, ce n'est pas les médicaments, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, TCCI pour faire plus court. En bref, c'est une psychothérapie qui va traiter l'éducation du sommeil, mais aussi les comportements liés au sommeil, les pensées associées à cette insomnie, parce que lorsqu'on dort mal, le lit devient vraiment un champ de bataille, globalement, avec des pensées qui tournent, combien d'heures je vais dormir, si j'ai pas dormi 6 heures, je serai pas en forme. Bref, et donc ces pensées-là,
elles vont être génératrices d'anxiété, de stress, elles vont maintenir éveillé, des techniques de relaxation. Bref, c'est une psychothérapie multicomposante, très validée scientifiquement, et c'est le traitement de première ligne, que cette psychothérapie soit faite par un professionnel de santé ou de manière numérique en ligne. Donc ça, c'est le premier traitement. Et effectivement, après, il y a d'autres solutions, les traitements de deuxième ligne qui sont indiqués, qui sont des médicaments et qui vont pouvoir être donnés dans l'insomnie. Les solutions dites naturelles, moi j'aime pas trop ce mot-là de naturel, parce que bon, on a l'impression que naturel, du coup, c'est inoffensif, c'est complètement faux. Hein. Souvent, les médicaments sont là justement pour corriger ce que la nature fait mal et corriger les effets secondaires de la nature. Et sinon, par naturel, on entend quelque chose qui fait pas trop de mal, c'est que ça sert à rien et autant pas le prendre. Mais voilà, donc tout ce qui est phytothérapie, etc., les plantes, etc. Actuellement, il n'y a pas un niveau de preuve suffisant pour le recommander dans le traitement de l'insomnie. Maintenant, certaines personnes trouvent que ça les aide. Et finalement, chaque patient est son juge de paix. Hein. Si ça les aide, ça les aide. Et tant mieux pour eux. Et qu'ils continuent à le faire si ça les aide. On le disait tout à l'heure, il faut avoir un sommeil de qualité, pas forcément un long sommeil. Vous venez d'évoquer 6 heures. C'est quoi ? C'est quand même le minimum ? Il n'y a pas de minimum. C'est vraiment, globalement, on arrive à repérer son besoin de sommeil après 15 jours de vacances. Pourquoi 15 jours ? Parce qu'on met à peu près 15 jours à récupérer un peu de sa privation de sommeil, de sa dette de sommeil. La population française n'a jamais été autant privée de sommeil. On dit environ 1h30 de privation de sommeil dans la population générale. Et ceux qui payent le plus ce tribut-là, ce sont les jeunes, actuellement. À cause des écrans ? À cause des écrans, à cause des interactions sociales. Et effectivement, avec les écrans, c'est ce qu'on en fait aussi. On est sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, on va avoir 4, 5, 10, 20 interactions sociales qui vont maintenir éveillé. Les écrans, effectivement, la lumière bleue va inhiber la sécrétion de mélatonine et va entraîner un sommeil de mauvaise qualité qui est plus fragmenté. Donc, il faut aussi se préparer au sommeil et diminuer les stimulations lumineuses et les interactions avec une coupure vraiment digitale aussi avant de s'endormir. Et donc, j'ai oublié la question. Et la durée ? Et la durée, oui, voilà. Donc, après 15 jours de vacances, on a à peu près, en fait, son besoin de sommeil. Certains sont des longs dormeurs, certains sont des courts dormeurs. Il faut l'être depuis très longtemps. Les nouveaux courts dormeurs, parce qu'ils ont un nouvel emploi de ministre, ou etc., etc., et ben, c'est des gens qui sont tolérants à la privation de sommeil. C'est pas des courts dormeurs. Donc, il faut l'être depuis son adolescence. Et il faut respecter cette durée de sommeil. Et encore une fois, Einstein dormait 12 heures, il a fait des trucs pas trop mal. Ça, c'est vrai. Le sommeil perdu peut-il se récupérer ? Est-ce que je peux profiter de mon week-end pour rattraper mes heures perdues dans la semaine ? Alors la réponse, c'est oui et non. Non, parce que pendant très longtemps, les médecins, les spécialistes du sommeil a dit qu'on ne récupère jamais complètement, et d'ailleurs que cette récupération du week-end va décaler, va impacter les rythmes et va du coup entraîner un sommeil de mauvaise qualité la semaine suivante. Donc on va entrer dans une sorte de cercle vicieux et aggraver ces difficultés de sommeil, et donc on ne récupère pas, on se décale pas plus de 1h30. N'empêche que, quand même, les études, elles montrent, notamment sur le plan des cancers, sur le plan cardiovasculaire, que quand on a une dette chronique de sommeil, ça a un impact tellement fort sur l'organisme, c'est un stress qui est tellement important que quand même récupérer 3-4 heures le week-end, eh ben, ça permet de diminuer cet impact sur la santé globale. Qu'est-ce que je dois faire quand vraiment je ne parviens pas à recouvrer des nuits sereines ? Je dois consulter ? Oui, et je crois que vraiment l'indice, l'alerte qui doit dire, bon voilà, vraiment ça devient beaucoup trop sévère, c'est quand la maladie commence à s'installer. Depuis au moins 3 mois, on a vraiment un sommeil qui n'est plus le même. Et on sent qu'en journée, on n'est plus en capacité de faire ses activités quotidiennes, comme vous le disiez, et qu'on est fatigué ou qu'on s'endort. Si on s'endort en journée, alors là, vraiment, c'est le drapeau rouge, c'est responsable d'accidents domestiques, d'accidents de la route, etc. Il faut aller consulter, c'est que le sommeil doit être aidé et doit être traité. Les comportements qui favorisent un bon sommeil, on doit les avoir dans la journée. En fait. Et oui. C'est la journée qui prépare la nuit, non ? C'est la journée qui prépare la nuit, et il faut un bon entraînement des rythmes. Et dans ce qu'on disait aussi tout à l'heure, le matin, il faut donner un signal d'éveil fort à son organisme, s'exposer à la lumière et avoir une activité physique. Ça peut être de la marche, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et on le voit très bien. Quand on arrive au travail, par exemple, en vélo ou en ayant fait un peu de marche, on est beaucoup plus vigilant, on est beaucoup plus alerte, et du coup, ça donne des signaux très forts de fin de nuit, ce qui fait qu'on dormira du coup beaucoup mieux la nuit suivante.
Comme quand on fatigue les enfants la journée en se disant qu'ils vont bien dormir la nuit. Alors ça, merci Flavie, c'est vraiment une très très bonne remarque parce que les études montrent, pendant très longtemps on disait attention, faut pas trop fatiguer les enfants. Ouais. Complètement faux. Faut les épuiser. Mais oui. Alors d'abord parce que ça aide un peu les parents et ça c'est aussi important, mais surtout parce que c'est de la bonne fatigue. Ouais. Et notamment l'exercice physique, on a montré que la nuit d'après va être meilleure dans sa qualité, dans son architecture. Ils vont faire plus d'ondes lentes, c'est un sommeil qui sera plus récupérateur. Et je vous rappelle que les enfants, ils grandissent, ils se développent la nuit. J'ai une question à vous poser, docteur, que tout le monde se pose à mon avis. Quand je me réveille la nuit et que j'ai envie d'aller faire pipi, est-ce que c'est un micro-réveil ou est-ce que c'est le signe d'une insomnie ? Alors, effectivement... Alors, la question que tout le monde se pose, visiblement. C'est pas de l'insomnie et ça fait pas partie des symptômes de l'insomnie. Il faut savoir que au cours de la nuit, on a des trains de sommeil d'à peu près 1h30. Et à chaque fin de cycle de sommeil, on a ce qu'on appelle un micro-éveil et c'est souvent là qu'on va aller uriner. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on urine trop souvent la nuit ou de manière trop abondante, on appelle ça la nicturie. Ça peut être signe d'autres maladies. Alors chez les hommes, évidemment, ça peut être des problèmes de prostate, et donc il faut aller consulter son médecin généraliste. Mais en sommeil, ça peut être aussi un signe d'apnée du sommeil. Des gens qui vont s'étouffer au cours de la nuit de manière régulière. Et ça a un impact aussi sur la santé physique et mentale qui est très important. Donc si vous urinez trop souvent la nuit, de manière trop fréquente, allez consulter votre médecin. Dernière question, quand je me réveille la nuit et que je ne parviens pas à dormir, est-ce que je dois rester dans mon lit à tourner dans tous les sens et à me prendre la tête, ou est-ce que je peux me lever, avoir une activité, lire, et est-ce que c'est comme ça que le sommeil va revenir ? Alors c'est vraiment merci parce que on parle de contrôle du stimulus. Ça, c'est un langage scientifique savant, mais c'est un des ingrédients les plus importants et qui marche pour traiter l'insomnie. Niveau de preuve élevé. Globalement, le sommeil, c'est très comportemental. Et on l'a tous déjà expérimenté. Il y en a, dès qu'il y a un roulis, en voiture, en train, pouf, le roulis les endort. Les enfants, les bébés, vous les mettez au lit, ils pleurent parce que la position allongée les endort. En grandissant, en vieillissant, on va faire autre chose dans le lit que dormir. Et notamment, quand on souffre d'insomnie, le lit va devenir un champ de bataille. Et on va avoir des pensées, on va lutter, etc. Et donc, on va désassocier le lit au sommeil. Donc, le conseil, c'est surtout, quand on ne dort pas au lit, il faut sortir du lit, aller au fauteuil, aller ailleurs, faire une activité relaxante, podcast, radio, lecture. Et une fois qu'on sent que le sommeil revient, on retourne au lit. Et si on ne dort pas, on retourne au fauteuil, au canapé, où on veut, mais le lit, c'est fait pour dormir ou pour les rapports sexuels, mais pour rien d'autre. D'accord, donc je ne peux pas travailler dans mon lit, je ne Non. peux pas manger dans mon lit, je ne peux pas rien. Non. Ok, docteur. Surtout si vous avez des troubles du sommeil. Merci beaucoup, docteur Geoffroy. Merci beaucoup. À très bientôt. Et merci à vous tous aussi d'avoir suivi cet épisode de Quoi de neuf santé, un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents qui sont passionnants sur observatoiresantéprobtp.com, sur rtl.fr et sur M6+. Ciao.